Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Corps et Esprit Martial, la dernière interview de Léo Tamaki. Il aura passé quasiment 10 heures avec moi sur les logiciels, donc je pense que vous pouvez l'applaudir pour sa patience et sa gentillesse, parce que 10 heures avec moi, c'est comme 10 heures avec une petite chanson qui vous casse les pieds, donc vraiment bravo à lui. Avant de commencer, je vous rappelle que Léo est un professionnel des arts martiaux, que vous pouvez bien sûr le retrouver sur les réseaux sociaux pour organiser un stage avec lui, il se déplace, peu importe votre discipline, donc n'hésitez pas à le contacter, ces stages sont vraiment hyper enrichissants. On commence aujourd'hui la dernière interview donc qui porte sur lui en fait, beaucoup plus que sur le Kishinkai, sur son rapport à la pratique. Et voilà, un ensemble de techniques que vous, de techniques, un ensemble de questions que vous m'avez posées. Voilà, je lui repose et puis certaines qui viennent de moi aussi parce que je suis un petit curieux. Euh, Comment est-ce que tu envisages le rôle du rapport maître-élève dans l'aïkido? C'est un rôle de transmission. Il y a le positionnement géographique d'un dojo idéal fait que tu as le Kamisé au nord et donc quand tu te retournes, tu vas te retrouver face au sud et les élèves te font face et en fait donc symboliquement tu reçois la lumière que tu renvoies. Tu n'es qu'un transmetteur, tu n'es qu'un élément de la chaîne de transmission. Tu vois, t'es pas le Ouais. seul. Donc ta position, ton cheminement font que voilà, tu transmets. Donc ça, c'est important de savoir qu'il n'y a pas voilà, que tu es un petit élément du truc, qu'on te salue, on te salue toi, mais aussi et surtout, on salue toute la chaîne de transmission, tous ceux qui ont précédé. Et c'est ainsi qu'il faut l'accepter et le vivre, à mon avis. Après, concrètement, le danger en aïkido, c'est de croire du côté des élèves comme des profs à une invincibilité, une invulnérabilité. Et donc, ça crée de l'inquiétude chez ceux qui sont profs parce qu'ils ont l'impression qu'ils devraient être invulnérables parce qu'ils sont profs, qu'ils ont vu que leur prof n'avait jamais été touché. Donc, quand tu donnes un cours, il est normal que tu ne sois pas touché. Je veux dire, si tu demandes au mec, attaque-moi comme ça, je vais faire ceci, puis le mec qui t'attaque, il y a une convention sociale, même si ta technique n'est pas parfaite, il n'est pas là pour t'embarrasser. Donc, mais encore une fois, quand tu vas passer dans le monde réel, le fossé qui est entre toi et les élèves va se réduire drastiquement, parfois c'est pas un cheveu. Donc avoir beaucoup d'humilité avec ça, faire attention à ne pas laisser les élèves, comment dire, te voir plus grand que tu n'es réellement. On en avait parlé dans l'interview précédente, mais ne jamais profiter de ça, ne jamais encourager ça, ne jamais créer ça. C'est un truc difficile. Parce que tu peux vouloir dire non, 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 mais moi je suis comme toi, laisse-moi, tu veux pas jouer le modèle, tu veux pas supporter cette charge de devoir être exemplaire autant que tu puisses l'être. C'est une charge. Hein. Euh, je suis pas du tout un familier Christian Tissier, mais j'ai rencontré à diverses reprises et tu vois, c'est aussi une inspiration. Il est vraiment toujours. Mm. Et t'as moi aussi. Et alors que j'ai rencontré d'autres experts. Bon, c'est pas une question de ne pas être amical. Hein. Tu peux être très amical, mettre Mochizuki par exemple, très amical. J'en ai rencontré d'autres qui étaient amicaux, mais qui avaient des comportements un peu déplorables. Donc ça, c'est un peu désolant. Tu réponds plus à ce qu'on peut attendre d'un prof d'arts martiaux aujourd'hui. Donc ça aurait été au siècle dernier, au début du siècle dernier, et puis plusieurs siècles avant, c'était une autre chose. Le rapport aussi, il est très différent en fonction des gens avec qui tu es. Quand j'ai commencé à enseigner les arts martiaux, j'avais 27 ans, quand j'ai vraiment commencé. Euh, tout le monde était plus âgé que moi, quoi. Euh, Aujourd'hui, moitié-moitié, puis demain, tout le monde sera plus jeune. Mais le rapport que tu peux avoir, alors, selon l'âge que tu as, et puis avec des gens qui sont plus jeunes, plus âgés que toi, c'est pas du tout le même. Euh, j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui sont plus âgés, qui ont toute une vie derrière eux et tout ça. Et eux, ils viennent.
Alors pour eux, c'est rafraîchissant de se mettre en tant qu'élève aussi, parce que tu vois, tu as des responsabilités, tu peux avoir 60 ans, chef de famille, chef d'entreprise, tout ça, tu vois, et puis là, tu reviens, tu redeviens élève, ouf, voilà. Quelque part, c'est tranquille aussi, tu vois, mais les rapports, ils sont subtils, ils effaceront pas, c'est parce qu'on est sur le tatami, tu vois, que tout le respect que je peux avoir par ailleurs. Euh, et puis avec un jeune, si le jeune s'investit et a besoin de ça, de toi comme mentor, il faut aussi pouvoir accepter ça. Et puis donc guider, quoi. Voilà. Donc dans l'idéal, la relation, t'as maître-élève, maître-disciple, par contre on fait la distinction, c'est une question de degré, mais souvent cette distinction elle est faite pour pouvoir dénigrer certaines personnes. Oui, il était élève, mais il n'était pas disciple. Alors que la même personne peut passer l'un l'autre. Enfin bref. C'est un peu comme du compagnonnage. Tu apprends au contact de personnes, ce qu'elles te montrent, ce qu'elles te laissent voir. Voilà. Euh, pour moi, plus la personne est avancée, plus je laisse voir des choses, plus elle est mature. Une fois, si tu vois la personne est immature dans sa tête, tu vas pas parce que c'est pas tant techniquement ça peut aller ou quoi, mais tu vois des comportements qui sont un peu déplacés, tu t'es passé à côté de l'essentiel. Mais voilà, c'est une relation très complexe tout ça. Mais oui, non, mais j'entends. C'est très intéressant de voir comment tu te positionnes par rapport à tout ça. Euh, il y a une personne encore qui m'a demandé est-ce que ton rapport avec Greg Bouchlagem, la vidéo que vous aviez fait, est-ce que ça a changé complètement ton rapport à l'aïkido? Est-ce que ça a transformé ton aïkido ou pas du tout? Ça n'a rien changé du tout. Alors non, ça n'a rien changé du tout. Greg, il est dans une démarche d'ouverture, de recherche pour lui, découverte et de partage avec les gens qui regardent les vidéos. Donc, parfois, il surjoue un peu le rôle du candidat pour que, justement, comme moi, quand je vais interviewer des gens, je vais redemander des choses dont je connais déjà la réponse, soit parce que je connais le mec en privé, soit machin, mais c'est normal. Donc, il se met dans ce rôle. Alors, parfois, c'est des choses qu'il ne sait pas. Parfois, il sait, mais il repose la question pour les spectateurs. Il va se confronter à plein de choses. Non, mais c'était pas le propos. Si tu veux, ma pratique pour évoluer, si on était dans un autre contexte, si j'essayais d'aller chercher des choses chez lui, parce qu'il a clairement beaucoup d'expérience et des choses à m'apprendre. Tu vois, si je voulais développer le combat, certains aspects du combat, il aurait sûrement beaucoup à m'apprendre. Mais là, on n'était pas du tout dans ce contexte-là. Dans un contexte où il allait confronter son opinion de l'aïkido à ma pratique. Alors, je dis pas confronter son opinion de l'aïkido à l'aïkido, je dis à ma pratique de l'aïkido et voir ce qui se confirmait, ce qui s'infirmait. Il l'a fait avec beaucoup de sincérité. Non, à la fois, il est tranchant, il titille, tu vois, et puis, mais s'il change d'avis, il le dit. Si ça l'interloque, il le dit. Et ça, il y a peu de gens qui ont cette capacité-là, tu vois. Il a réussi à garder la sincérité d'un gosse de 12 ans, ou même plus jeune, parce que tu vois, souvent, tu perds un petit peu ça. Euh, et ça donne de la fraîcheur à cette vidéo, tu vois. Puis j'ai rencontré ce jour-là pour la première fois. Et je peux dire, il est hors caméra comme sur caméra, pareil, avec la même fraîcheur, même gentillesse, même spontanéité, même côté taquin, euh, même côté survolté, il est tout le temps à 200 à l'heure. Euh, non, non, voilà, donc ça n'a pas changé, ça pourra dans l'avenir, dans un autre contexte, mais là, c'était pas le propos. Ça marche. Mais en tout cas, oui, ça a l'air d'être quelqu'un de sympathique. Greg, si tu regardes la vidéo par hasard, salut. Si tu veux faire une interview, n'hésite pas. Si t'es jaloux de Léo qui a réussi à en faire 7, on peut essayer les 8 si tu veux, si t'as pas peur. Tu as fondé ta propre école, bon pas tout seul, mais vous avez fondé à plusieurs le Kishinkai. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quelles sont ses spécificités par rapport à l'aïkido qu'on pourrait dire classique?
Alors, il y a l'aspect martial qui est vraiment très important pour nous et qui est souvent un peu relégué dans d'autres écoles. Euh, Encore une fois, ce n'est pas l'objectif final, mais on estime que c'est un passage obligé. Il y a la cohérence, donc la clarté, la logique, tu vois, le ligaïque, on a parlé dans l'interview précédente. Ça, c'est des éléments qui sont importants parce que, alors, la logique martiale, le degré d'avant, parce qu'il y a plein de choses dans l'aïkido qui n'ont pas de sens. Donc, le mec, il te tient un poignet, tu te tournes, tu lui tournes le dos, le mec, il continue à regarder dans le vide, ou il attaque, toi, tu déplaces, il continue à regarder dans le vide. Enfin, bon, ça, c'est dramatique. Mais après, donc, le deuxième degré, là, je te parlais, c'est la cohérence de l'école, dans l'école. Comme on parlait dans l'interview précédente, que tu ne prennes pas des morceaux de briques et de broc, de discipline, de ci, de là, pour faire un mélange. Tu vois. Je voyais un mec qui, en aïkido, faisait un mélange avec du jiu-jitsu brésilien, qui n'a absolument pas lieu d'être. Le jiu-jitsu brésilien, c'est du combat rituel par excellence. Tu vois. Je veux dire, quand tu es au sol, tu es tout de suite en position de rentrée, de mort, de machin, etc. Donc tu peux apprendre quelques techniques. Mais c'est pas pour rien si, de façon transversale, à travers les époques et à travers le temps, les époques et la géographie, les gens n'ont pas développé de système de combat au sol autre que rituel, et c'est très récent. En compte, ça date du siècle dernier. Quoi. Donc, mélanger ça n'a pas de sens. Le jiu-jitsu brésilien, c'est une super discipline qui peut servir aujourd'hui de combat rituel et qui peut développer plein de qualités. Mais si tu es dans un contexte bujutsu, ça n'a aucun sens. Donc, pour l'aïkido que nous on pratique, en tout cas, tu vois, ça se marie pas du tout. C'est la compréhension, c'est mélanger deux trucs qui n'ont pas vocation à l'être, qui sont très très intéressants, chacun pour des raisons différentes. Et tu peux pratiquer en parallèle. Mais essayer de faire le mix de l'un à l'autre, ça n'a pas de sens. Donc, contexte martial, logique, cohérence. Après, on a l'aspect évolutif, c'est-à-dire que ça, tu deviens tout de suite obsolète, anachronique. Et c'est très important qu'on ait souligné dès le départ les principes de modification de l'utilisation du corps, les stratégies techniques, etc., qui sont les fondements, mais qui peuvent s'interpréter et dont l'interprétation peut évoluer. Donc, des principes éternels, intemporels et manifestations contemporaines. Donc, ça, c'est important. Trop d'écoles qui étaient très pertinentes à un moment n'ont plus de sens le lendemain si elles n'ont pas su faire leur mutation. En termes techniques, on a Ilimi et Awase, donc rentrer puis s'harmoniser. Et après, on a les notions de modification de l'utilisation du corps. Donc, on a plusieurs choses. L'absence de poussée dans le sol, la dissociation du corps alors qu'on travaille très souvent la connexion. Au niveau éthique, on a la bienveillance qui sous-tend tout ça, mais qui ne doit pas pour autant nous amener à être naïfs. Donc, et puis, techniquement, oui, dernier élément technique important, c'est l'effacement. Donc, création du vide, mais aussi effacement même quand tu rentres pour pouvoir submerger. Voilà. Après, on a des... Ça se décline, on a des pages noircies sur le sujet, mais globalement, voilà. C'est vrai que cette notion d'effacement dont tu as parlé en dernier, dans le stage que j'avais suivi à Montgeron avec toi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué, cette façon de disparaître, que ce soit toi ou avec Julien, si je me rappelle bien son prénom, avec qui j'avais travaillé. C'était vraiment quelque chose d'intéressant et c'était la première fois que je le voyais fait de cette façon. C'est curieux, ça perturbe vraiment, ça fait partie des choses qui font qu'on se gratte la tête en rentrant le soir. Effectivement, c'était très très juste. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne perçoivent pas ce que tu as perçu. Vous êtes très peu à noter cet élément et qui a une spécificité parce que vraiment très souvent il y a de la densité, il y a de l'enracinement, la stabilité, la connexion, une grosse présence. Et ça peut très bien fonctionner. C'est juste que nous appuyons pas sur ça, c'est tout.
Et les gens qui sont capables de percevoir ce degré de différence sont rares. Chouette, je fais partie des rares. J'ai gagné un bon point. Parce que les gens sont là, ta façon de faire tes techniques, c'est intéressant, ça. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas les fondements du truc. Et ce qui est important, c'est de comprendre quels sont les fondements. Après, le reste en découle, tu vois, c'est juste de l'ordre du découle. Et quel est du coup le principe le plus important dans ton Aikido? Donc, c'est les notions Ilimi et Awase. Donc, Ilimi, rentrer, engober, pénétrer, ça peut se manifester de façon différente. Et Awase, donc c'est s'harmoniser. Une des spécificités qu'on a chez nous, c'est de les faire simultanément. Parce que très souvent, tu vas absorber puis rentrer, ou rentrer, absorber. Nous, on les fait simultanément, c'est plus difficile, mais ça crée. C'est très difficile à interpréter quand tu as ça. Quand tout avance vers toi, tu peux réagir face à ça, ou tout recule, etc. Mais quand il y a les deux, ça avance et ça recule en même temps. Ton cerveau, il est comme figé pendant un instant. Et donc, tu es obligé de lui donner un ordre. C'est la raison aussi pour laquelle donc on va prendre la structure en allant dans le creux du genou ou dans l'aine qui ne crée pas de système d'alarme. Donc, c'est faire perdre un temps à l'autre. Donc, c'est gagner de la vitesse avec ça et être capable de rentrer en absorbant. C'est-à-dire prolonger le mouvement de l'autre tout en rentrant dans son espace. Parce que juste prolonger, c'est facile. Ou juste le percuter, c'est facile. Voilà, c'est unidirectionnel. Et c'est cet aspect yin-yo, ou en chinois yin-yang, donc où les deux se font à des degrés divers, mais simultanément. C'est pas. L'un puis l'autre. D'accord. Ah oui, c'est intéressant, oui, effectivement. Et puis ça rejoint ce côté effacement dont tu parlais tout à l'heure, cette disparition. Euh, Pourquoi avoir ressenti ce besoin de créer cette école? Ça s'est fait de façon organique, c'est-à-dire que. Bon, je suivais l'enseignement de Tamura Sensei, il y avait des choses qui restaient obscures, donc je continuais à faire la veille technologie, à droite, à gauche, et voilà. Et puis il a disparu, et j'avais suffisamment visité d'autres experts, voilà, et aucun ne m'inspirait de travailler dans la direction que je souhaitais. Donc, j'ai travaillé dans ma propre direction. Encore une fois, c'est pas que tu as maîtrisé quelque chose, c'est que bon, les infos qu'on t'a données sont suffisantes pour que à ce moment-là, tu travailles, quoi. En allant de temps en temps voir tes oncles, c'est-à-dire des maîtres voilà, mais qui ne sont pas exactement dans la direction où tu vas. J'ai travaillé dans ma direction et il y a un certain nombre de personnes qui se sont plongées là-dedans et puis à moi qui m'ont dit bon, bah, Léo, on a quitté aussi notre groupe X, Y, Z, peu importe le groupe, on va faire ce que tu fais, mais maintenant on n'a plus de passeport, on n'a pas d'assurance, on va pas ci, on va pas ça. Donc le groupe s'est créé de façon informelle avant que on soit amené à dire ok, bon, il y a tant de dojos maintenant qui font que ça. On a cette organisation informelle, maintenant il faut juste l'officialiser, trouver le nom, trouver le logo, trouver le truc qui symbolise, qui nous représente bien, et puis donner les outils administratifs aux gens, donc en termes d'assurance, de couverture, de tout ça, quoi. Des passeports, et voilà. Vous avez commencé en étant clandestin. Oui, Oui, comme la plupart, non, mais c'était. tu commences comme une association de fête avant d'être une association déclarée. Et pourquoi le Kishinkai? Qu'est-ce que ça signifie? C'est approfondir dans la joie, le groupe qui approfondit dans la joie. C'est cette idée, cette notion d'étudier. Tu ne peux pas faire longtemps ce qui n'est pas plaisant, franchement. Voilà, donc, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas d'efforts. Mais faire des efforts peut être plaisant. Il faut que ce qui sous-tende tout ça, ça soit agréable, voilà, donc il faut une bonne relation avec les autres membres du dojo, avec l'enseignant, avec les autres dojos. Il faut que, voilà, pour pouvoir approfondir, creuser, etc. Les deux se nourrissent, quoi. Voilà. Un très bon nom, j'aime beaucoup. Tu as souvent essuyé des critiques. Est-ce que tu sais ce qui a pu déranger ces personnes qui t'ont critiqué quand tu as monté cette école? T'en essuies moins maintenant, j'ai l'impression, mais Bah, paradoxalement, tu vois, justement, j'avais regardé les commentaires après la vidéo avec Greg. Et alors, j'étais étonné parce qu'ils étaient de très bonne tenue. Moi, je m'attendais à ce que ça soit aussi bien, aussi nul. Mais en fait, il y avait souvent des affections. Il y avait eu quelques commentaires négatifs, mais ils étaient franchement très rares. Et
la plupart des commentaires négatifs. Alors, il y avait des mecs de l'aïkido qui mettaient des commentaires un peu positifs, mais la plupart des commentaires négatifs venaient de mecs de l'aïkido. Tu vois, c'est marrant. C'est-à-dire que, en fait, ça me rappelle Christian Tissier, donc, qui est tout le temps critiqué, alors que il est encore le visage de l'aïkido pendant plusieurs décennies, tu vois. Et au lieu de se dire, bon, bah, le mec, il donne une image de l'aïkido qui est pas négative et tout, cool. Parce que tout le monde en profite. En fait, tu vois, c'est pas. En allant faire la vidéo avec Bag MMA, le lendemain, j'ai pas dit mecs qui se sont pointés à mon dojo pour s'inscrire. Zéro. L'impact, il est zéro. Un mec, Ouais. les gens croient, tu vois, souvent il y a un peu de jalousie, tout ça, mais quand ici il va dîner à l'Élysée avec le président et le Premier ministre japonais, le lendemain il n'a pas d'inscription à son dojo. Tu vois. Donc, tu fais ça parce que tu atteins une position, les gens te connaissent, donc ils te contactent, tu prends sur ton temps, mais crois-moi, tu as sûrement des bénéfices indirects, qui sont voilà, assez faibles. Quoi. Les bénéfices directs, c'est nul. Donc, alors oui, j'ai des gens qui me critiquent, mais essentiellement dans l'aïkido. Tu vois, c'est-à-dire que hors aïkido, c'est très rare les gens qui me critiquent, tu vois. Et les gens qui font d'autres disciplines, en général, ils disent l'aïkido, soit c'est pas mal, soit c'est nul. Ils disent, s'ils disent c'est pas mal, ils disent c'est pas mal, et puis il y a Tissier, il y a Tamaki, ou c'est nul, mais il y a Tissier et Tamaki. Bon, en gros, on va dire c'est ça, tu vois. De façon caricaturale. En sachant qu'on dit il y a Tissier et Tamaki, c'est juste par rapport au poids qu'on peut peser dans les médias, parce que dans la réalité, je veux dire, je suis en 1, et quand lui, c'est numéro 1 de l'aïkido. Je suis même pas un challenger. Quoi. Ce que tu représentes médiatiquement n'a rien à voir avec ce que tu représentes dans la réalité. Quoi. Quoi qu'il en soit, donc dans l'aïkido, il y a des gens qui vont dire tu fais pas d'aïkido. Ce que tu peux comprendre, parce que les critères n'ont pas été définis par Sensei. Et encore, il est mort, chacun pourrait dire que ces critères ne sont pas valides. Mais déjà, il n'en a pas défini. Donc on dit, Shimizu Sensei disait quelque chose de bien, il a des choses qui me plaisent, des choses qui ne me plaisent pas. Pour moi, si le mec dit que ce qu'il fait c'est de l'aïkido, bon, bah, je ne sens pas l'autorité pour lui dire que c'est pas le cas. Ok, mais moi c'est pareil. Mais si un gars me dit, moi je n'appelle l'aïkido que ce que faisait au Sensei en 1946. Bon, je dis, ok, effectivement, j'y suis pas. Ou je n'appelle Aikido que ce que fait Monsieur Yamazaki. Bon, bah, effectivement, c'est pas le cas non plus. Donc, ok, je ne fais pas Aikido si tu veux. Encore. Donc, il y a ce type de critique. Et pourquoi les gens critiquent Alors, chez les experts, tu as certains experts qui pensent que s'il y a quelque chose de bien qui se passe chez toi, eux, ils ont perdu quelque chose. Tu vois, ils ont l'impression que c'est un jeu à somme nulle. Donc, tu as été invité quelque part et eux, ils ne se sont pas invités. Tu vois, ils ont perdu quelque chose. Ou tu as été sollicité, pas eux, ils ont perdu quelque chose. Chaque fois qu'il y a quelque chose de bien qui se passe pour toi, ça leur fait une petite boule au ventre. Bon, c'est pas comme ça. Et ensuite, tu as ceux qui sont remis en question. Alors là, c'est plus. Tu as ça chez les profs, mais tu as aussi ça chez les élèves. Si un autre truc fonctionne et est juste, est-ce que ce que je fais moi n'est pas faux? Est-ce que je n'ai pas. C'est peut-être moi qui n'ai pas la vérité? Merde, tu vois, ça touche à ton identité. Moi, je le dis tout le temps. Il y a plein de façons d'utiliser le corps. Il y a plein de façons de réaliser Kyo et Liminage. C'est la plus grande leçon que j'ai prise quand je suis allé à l'Aikikai. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un petit peu uniformisé parce que les élèves sont essentiellement des élèves de Ueshiba Kyomaru et de Yamaguchi Sensei, qui étaient le plus charismatique des enseignants. Donc, voilà, mais quand je suis arrivé au Japon en 98, entre l'aïkido de Tada Sensei, Watanabe Sensei, Sasaki Sensei, ça n'a rien à voir. Masuda Sensei, ouais. Bon, c'était complètement différent et ça, c'était très intéressant. Et puis, comme je venais d'autres disciplines, je savais aussi que d'autres disciplines pouvaient être très efficaces. Elles étaient même souvent plus efficaces. Donc, ça n'a jamais joué sur mon identité, mais en Aïkido, il y a souvent ça. Quoi. Il y a une relation, les gens veulent croire qu'il y a une relation filiale, truc. Et donc, voilà, ça me touche plus que ça me devrait. Et donc, on te critique, du coup. Moi, les innovations, les mises à jour, les trucs que j'essaie de mettre en place, ils prennent ça comme une menace directe, tu vois, comme une critique de ce que eux font. Je dis, le mec qui a envie de figer un truc et puis de perpétuer une tradition folklorique, pourquoi pas, hein, tu vois, chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Et donc, du coup, tu dis que ça touche plus que ça devrait. Ça t'a démotivé à un moment donné? T'as eu envie de tout laisser tomber? Démotivé, non, ça te touche. Une critique constructive, justifiée, oui, mais avec laquelle je ne suis pas d'accord, mais argumentée, ce qui touche le plus, ce qui est le plus décevant, c'est quand c'est gratuit ou c'est, tu vois, et, le mec alors, franchement, maintenant, ça fait un certain temps que je m'occupe plus de ça, mais quand j'avais peu de gens, peu d'interactions, j'étais moins connu, je regardais les trucs avec plus d'attention, et puis quand je voyais ces trucs gratuits, méchants, ou tu vois, comme ça, ouais, ça me tenait, tu vois. Puis maintenant, tu vois, franchement, ça me glisse dessus, tu vois, ça me fait marrer, tu vois, parce que quand je vois le même mec maintenant euh, qui fait 5 comptes ou qui continue à regarder tes trucs en permanence, qui est obsédé par ça, qui en parle à ses élèves ou machin, bon, ça me fait rigoler. Et ça te fait de la pub, faut voir les choses comme ça. Ouais, mais quand tu es confronté au début, quand tu sais pas à quoi t'attendre, c'est bizarre parce que quand tu n'es pas connu, tu te rends pas compte en fait. Quand tu commences à avoir une autorité, même un film, hein. Mm. Aujourd'hui, elle est un film. Aujourd'hui, allez, je veux dire, il se passe pas une semaine sans qu'il y ait un mec qui m'arrête dans la rue. On va dire, j'adore ce que vous faites, je peux pas, est-ce que vous prendre une photo, est-ce que vous pouvez signer tel truc. Ça m'arrive une fois par semaine, tu vois. Pas en confinement, j'espère. Non, non, non. Non, et puis aux quatre coins du monde, tu vois, je me retrouve à l'hôtel à New York, ou en Chine, quoi, ou au Japon, le mec qui dit ah, monsieur Tamaki, le truc, tu vois, voilà, donc, du coup, tes vidéos circulent, tes machins circulent, ton nom circule, et puis tu t'y fais, tu vois, et donc, au fur et à mesure que ça circule, il y a évidemment le nombre de mecs qui te haïssent, les haters, tu vois, mais du coup, mais paradoxalement, c'est quand t'es pas très connu au tout début que ça te touche le plus, tu sais pas trop comment réagir, ça pique, voilà. On est en plein dedans, donc je te comprends. On commence à avoir nos premiers haters. Il paraît qu'il faut les fêter. Ouais, il faut vraiment les ignorer, parce qu'en fait, autant moi, j'ai toujours répondu de façon argumentée aux gens qui m'envoyaient des critiques argumentées, sans problème, que ce soit sur mon blog ou sur. Mais par contre, les trucs d'humeur et tout ça, là, non, ça dégage direct. Ça m'arrive encore de recevoir des trucs comme ça sur mon blog, j'ai plus même pas, c'est corbeille direct, quoi. Mais un mec qui me dit non, je suis pas d'accord avec vous parce que ça et ça, là, pas de problème, tu vois. Mettre à moi, faisait pas d'aïkido parce que ça et ça. Je dis ok, je peux comprendre, moi, je pense que tac, 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 tu vois, mais qui me dit mettre à moi, t'es nul, ou t'es nul. Non, je rigole. Et si tu rentres en interaction avec ces gens, tu es nourri parce qu'en fait, ils attendent que ça. Voilà. Euh, Est-ce que tu penses qu'Internet est un moyen d'uniformiser les pratiques ou au contraire de les enrichir? Uniformiser, non. Par contre, les enrichir, c'est compliqué aussi. Uniformiser, non, parce qu'au contraire, tu vois, comme je te disais précédemment, dans les médias, sensiblement, enfin, j'ai un poids qui est comparable à celui de Tissier, un peu moins, mais on n'est pas très loin. Donc, des gens moi je représente dans le monde entier, hein, 600 pratiquants. Quand lui, dans le monde entier, peut-être il en représente 60 000. Donc tu vois les de trucs. Alors que sur Internet, on est plus du tout sur un facteur de 100 ou de 1000, peu importe, tu vois, on est sur un multiplicateur à un chiffre, peut-être, tu vois. Bon, donc, de ce côté-là, euh, ça ouvre un petit peu à d'autres styles, ça donne la voix à des trucs minoritaires. Après, le problème d'Internet, c'est un outil, c'est ce qu'on en fait toujours. C'est trompeur. Parce que ça peut te donner l'impression que tu comprends, que ouais, ouais, ok, bon, bah, il n'y a rien de spécial. Ok, tac, tu regardes le machin et tu vois pas la subtilité. Déjà, en venant, ce que tu as ressenti sur l'effacement quand tu es venu au dojo, il y a plein de gens qui viennent qui vont pas à ce degré-là déjà. Mais imagine-toi, quand le mec il est derrière l'écran, il en voit encore moins que quand il a été sur place et qu'il a touché. Donc, à la fois, ça rend accessible à la vue plus de choses, et puis dans le même temps,
c'est trompeur. Tu peux avoir l'impression que tu as compris quelque chose, que tu sais de quoi il s'agit. Or, en fait, quand tu n'as pas été en face, quand tu n'as pas ressenti, c'est complètement superficiel. C'est toujours compliqué parce qu'il y a des choses qui ont l'air faux, qui sont vraies, des choses qui ont l'air vraies, qui en fait sont creux. J'étais voir des mecs au Japon enfin, c'était pathétique, quoi. Il y en a un que j'étais voir vraiment parce qu'un de mes amis étudiait avec un mec qui s'appelle Okamoto Sensei, et ce que je voyais, ça me... Et là, pendant le confinement, il y a des nouvelles vidéos de lui qui sont ressorties, et si je l'avais pas vécu, même là, en ayant vécu, je regarde, je dis, putain, c'est quand même incroyable, quoi. Ça a l'air tellement, ça a l'air faux, tu vois. Alors, le problème, c'est qu'il y avait certains outils qui faisaient de la merde, donc qui décrédibilisaient, et qui avaient des réactions qui n'étaient pas justes, mais pour l'avoir senti et vécu, je sais que c'était un travail d'une finesse incroyable. Mais même aujourd'hui, alors que mon œil s'est quand même affiné depuis l'époque où j'ai rencontré il y a presque 20 ans, c'est un tel degré de finesse qu'il en est pas visible, peut-être, sauf pour les plus grands génies, quoi. Bon, donc, voilà. En tout cas, Internet peut inspirer. C'est comment on l'utilise. Pas hésiter à s'en inspirer quand tu vois quelque chose qui a l'air bien. Quand tu as un jugement négatif, réserver quand même à l'expérience directe. Dire, bon, ça me tente pas trop. Allez, si ça passe à côté, pourquoi pas, j'irai voir pendant 2 heures pour me faire ma propre idée parce que voilà. Oui, et puis on perd rarement, au pire, même si ça m'est déjà arrivé de faire des stages qui m'apportaient moins, mais je pense que même si ce stage je l'ai pas trouvé enrichissant, finalement on est conforté dans l'idée qu'on avait peut-être raison à la vue, c'est toujours intéressant, et puis même si on n'est pas d'accord avec la façon que l'autre a d'aborder la chose, c'est intéressant de se confronter et de voir pourquoi on n'est pas d'accord finalement. Donc n'hésitez pas à aller au stage, et puis ceux de Léo aussi, s'il passe à côté de chez vous, n'hésitez pas à faire un saut à son stage, il accepte tout le monde, et franchement, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Euh, alors, Yashima, pour ceux qui n'auraient pas vu les 6 premières interviews, Yashima, c'est un magazine sur la culture, notamment la culture asiatique et surtout japonaise. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein. Et surtout autour des arts martiaux, mais pas uniquement. On y trouve de la cuisine, on y trouve du bien-être, on y trouve l'histoire du Japon, voilà, des choses qui sont hyper intéressantes. Et tu fais partie des fondateurs. Et du coup, quelle était ta recherche lors de la création de ce magazine? Alors, ce que j'ai souhaité, c'est créer le magazine que je voulais lire, qui n'existait pas. Il y a eu il y avait un magazine que j'aimais beaucoup, qui devait s'appeler Art et Combat, je pense. Ouais, ouais. Très beau, avec un super contenu et qui était transversal sur les disciplines. Alors, il n'y avait pas l'ouverture sur sur la culture. Voilà, Mhm. c'était un choix éditorial, mais en termes de qualité, c'est de ça que je voulais qu'on se rapproche. Euh, et on a été, je pense qu'on a été au-dessus. Franchement, on a réussi à aller vraiment atteindre notre objectif en termes de qualité de contenu, de qualité d'objet, parce que l'objet, je voulais aussi qu'il soit très beau, qu'il soit comme un catalogue d'expo, que tu aies plaisir à le toucher, et que comme les infos soient de qualité, tu puisses le garder. Donc, c'était aussi aller à l'encontre de ce qu'il y a aujourd'hui. Tout est jetable, tu vois, sur du papier qui est transparent, tu as des photos, tu vois le texte qui est écrit derrière. Hum, Et puis aussi les photos, si tu demandes au gars que tu interviews, tu l'interviews par Skype en 2 heures, et puis enfin, en 2 heures, je suis bien gentil, quoi. Et puis tu demandes de t'envoyer des photos, il t'envoie des photos de stages qui ont été pris un peu flou, un peu naze. Donc nous, on est tous bénévoles sur le truc, hein. On paye le graphiste, voilà, qui ne sont pas des pratiquants d'arts martiaux, donc il est normal que les mecs, et puis l'impression que tu me blindes, et puis les photographes qui sont pas non plus des pratiquants. Et, mais on voulait aussi donc faire nos sujets photos, ça coûte vraiment cher. Euh, avoir on voulait aussi, au-delà de l'aspect transversal martial, parce que on voulait aussi une ouverture sur la culture, donc l'histoire, etc. Parce que autant l'histoire d'un homme va marquer son enseignement et son style, autant l'histoire d'un pays. Voilà. Donc là, tu as la couverture de Yashima. Et ouais, super. Et tu vois, cette photo qu'on a choisie un petit peu par hasard, Maître Mochizuki est le parrain du magazine. Et la photo de couverture, il était tellement content. Il dit
vous l'avez choisi volontairement. Je dis, franchement, on l'a choisi pour son esthétique, je lui dis la vérité. Il dit, parce que eux, ce sont des révolutionnaires. Il dit, ce que vous faites, c'est révolutionnaire, parce que souvent, les magazines d'arts martiaux, il manque ceci, il manque cela, etc. Vous êtes vraiment, il était très, très content, très fier, et ça m'a vraiment touché. Donc, voilà, transversalité martiale, connaissance du contexte culturel, historique, un bel objet pour aller quelque chose qui va dans la durée, qui correspond plus aux traditions martiales. Comme pour la nuit des arts martiaux traditionnels, pendant longtemps on l'a fait dans des gymnases. Puis à un moment tu dis, bon, c'est bien un gymnase, ça coûte rien, entre guillemets. Un théâtre, ça te coûte entre 5 et 10 000 euros, ça reçoit moins de personnes, mais c'est autre chose. Et c'est vrai que les experts, les spectateurs qui viennent à la nuit des arts martiaux traditionnels ne vivent pas du tout la chose de la même façon. Donc, voilà, avec le magazine, on a voulu rentrer dans cette même démarche de qualité, d'exigence. Alors, ça a un coût. C'est sûr que ça coûte plus cher que la majorité des autres magazines d'arts martiaux. Je me demande si ce n'est pas le plus cher des magazines d'arts martiaux. Je sais pas, mais pour un trimestriel, honnêtement, j'ai pas été choqué par le prix. Ça m'a pas. Non, non, c'est pas ce qui m'a refroidi. Alors moi j'ai pris la gamme exclusive, c'est ça, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois. Parce que vous avez deux gammes en fait, la gamme basique et la gamme exclusive. Dans l'exclusive, vous avez plus de photos, c'est bien ça? Le papier supérieur? Pour la version classique, on a le papier est de meilleure qualité. Alors déjà, le classique est Ouais. très bon. L'exclusive est encore meilleure qualité, franchement. On a aussi plus de photos. On a 12 pages de plus. Donc, Ouais. il y a des articles en plus. Il y a toujours des photos en plus. Voilà. Non, franchement, n'hésitez pas, si pendant le confinement vous vous ennuyez. Je sais pas si cette vidéo aura le temps d'être publiée avant la fin du confinement, mais si c'est le cas, et puis même si c'est plus le cas, n'hésitez pas. De toute façon, on va faire une petite vidéo où on va en présenter un parce que ça nous tient à cœur depuis un moment. Bon, merci. Non, non, c'est avec plaisir. Alors, avant de se quitter, j'ai une question surprise. Quel est ton plat préféré, ta recette préférée? La recette à faire ou à manger? Les deux, tant pis pour toi, t'avais qu'à pas poser la question. Alors, je suis un très mauvais cuisinier, donc à faire des pâtes quoi, ou des crêpes. Et mon plat préféré, peut-être aussi des pâtes. Écoute, en fait, ouais, comment dire, je voyage beaucoup. Tu sais, je voyage 200 jours par an. Donc, je me retrouve à manger un petit peu de tout. J'aime pas le poisson grillé. J'aime pas le poisson cuit. J'aime le poisson cru, mais pas cuit. Voilà. Et puis, comme j'ai la chance d'avoir ma femme qui cuisine très très bien. Donc, non, qu'est-ce que j'aime le plus? J'aime beaucoup le curry japonais. J'aime beaucoup les pâtes. Ok, c'était la petite question surprise. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire, une question que tu aurais voulu que je te pose sur toi et que je t'ai pas posée? Ah non, sur moi, non. Quelque chose dont tu voudrais parler, peut-être éclaircir, un message que tu voudrais véhiculer peut-être? J'ai beaucoup plus de gratitude que les gens l'imaginent à tout niveau. C'est-à-dire, pour les gens qui viennent en stage, j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Pour les gens qui vont sur mon blog, qui prennent le temps de lire, qui m'envoient des messages, qui commentent. Des fois, ça me prend la tête, je suis fatigué, je suis ah, c'est normal. Mais sincèrement, le sentiment qui prédomine, c'est vraiment Alors, ne m'envoyez pas de message pour dire bonjour, comment ça va. Ça, je réponds toujours, je suis désolé, mais je suis en relation avec des milliers de mecs, je peux pas. Mais je respecte vraiment le temps des gens qui viennent à une matinée de stage, qui viennent à mes cours, qui achètent le magazine, qui participent à la création du magazine, parce qu'il y a tous les rédacteurs, les correcteurs, le machin, c'est un boulot de fou. Les gens qui m'aident à tous les projets, parce que souvent je suis un peu la face du projet, et quand tu regardes Yashima, par exemple, il y a Xavier Duval et Alexandre Zagorzi qui, eux, encore sont assez connus, mais il y en a plein qui ne sont pas connus, qui font partie de l'aventure, parce qu'ils ne sont pas anciens en Aikido, qu'ils n'ont pas de site et machin, mais chaque contributeur, enfin, tu vois, tu,
quand t'as le mec à l'Oscar, tu dis ça doit être incroyable, ça doit être vraiment difficile pour lui en résumé, mais un vrai sentiment de gratitude, c'est-à-dire pour toutes les personnes que je croise et qui font des efforts pour que ce que je fais fonctionne. Et je l'ai ressenti pendant le stage, hein. Tu as vraiment pris le temps pour répondre à mes questions durant le stage. Et puis j'ai bien vu que tu le faisais avec tout le monde, tu le fais avec envie, avec plaisir. Et puis là, bah, tu as passé une dizaine d'heures avec moi à répondre aux questions. Franchement, ça se voit que tu fais ça avec passion. Et franchement, merci, quoi. Ça se voit, ça transpire. donc, euh, donc voilà. Euh, bon, je te demande pas si tu as une question à me poser sur toi parce qu'il n'y en aura pas. Je te remercie vraiment pour toutes ces interviews. Si un jour tu as envie de t'exprimer sur le blog, n'hésite pas à utiliser la plateforme. Ce sera avec grand plaisir. Merci pour tout ce temps. Je sais pas quoi dire de plus. Et Avec puis, et grand puis, plaisir. Merci pour ta passion. et puis à très vite durant un stage. Choubaï!